Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Cécile Tauvel, cofondatrice de La Minuterie, une conciergerie d'entreprise fondée en 2012 avec son mari et qui compte aujourd'hui 50 minuteurs, c'est-à-dire des franchisés et succursales, et 150 entreprises bénéficiaires partout en France, dont pas mal de grands groupes. Je suis ravie de vous partager cet échange car on parle d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans le podcast, c'est le développement en franchise. Cécile nous partage les bonnes pratiques pour réussir ce type de développement, mais aussi les écueils à éviter. On parle de l'importance du recrutement, de la transmission des valeurs, de la confiance et aussi du sourcing des partenaires locaux qui est une vraie clé pour ce métier de la conciergerie. J'espère que vous serez aussi inspirés que je l'ai été face à l'adaptation de leur stratégie avec la crise du Covid, puisque l'entreprise a développé tout un pan digital à son offre, ce qui lui a permis de ne pas subir de pertes sévères de clients, malgré une activité qui était très liée au bureau des entreprises, à l'origine en tout cas. On a aussi beaucoup parlé de la démarche RSE de La Minuterie, qui est sensible au développement durable depuis ses débuts et qui a décidé en 2021 d'aller un cran plus loin en se faisant accompagner pour mettre en place une véritable stratégie de durabilité. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Cécile nous partage. Ah, et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, ça m'aide beaucoup. Bonjour Cécile, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast Business Positif. Ouais, bonjour Mélodie, je suis également très contente d'être là ce matin avec toi. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton entreprise qui s'appelle La Minuterie. C'est toi qui m'as contactée pour qu'on échange à ce sujet et je l'ai effectivement trouvé cette approche hyper intéressante. Je me suis dit que ça pourrait être un super beau partage à faire aux auditeurs du podcast. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus pour commencer sur ce qu'est cette entreprise et comment elle est née ? Merci Mélodie déjà d'avoir accepté. En effet, j'ai adoré ton podcast quand je l'ai écouté et du coup, je me suis permise de te contacter. Merci beaucoup. Du coup, La Minuterie, c'est une conciergerie d'entreprise qui rend service aux salariés directement sur leur lieu de travail ou maintenant aussi à distance. Et donc, on rend service comme, enfin, les services qu'on promeut, par exemple, sont le pressing, la cordonnerie, en fait, l'artisanat local, les paniers de produits fermiers, le repassage avec des ESAT, par exemple, aussi, donc le travail des personnes handicapées. Voilà, et du coup, à chaque fois, on est sur des prestataires locaux autour des entreprises clientes. Et tu peux me dire, parce que vous avez vraiment bâti un réseau en fait avec cette entreprise-là, il y a 50 minuteurs, il y a 150 000 collaborateurs en France qui bénéficient de La Minuterie. Il y a combien déjà de concrètement de lieux, on va dire, où est située l'entreprise ? Oui, ça représente à peu près 25 agglomérations. On est présent à peu près partout en France, dans les grandes villes, certaines grandes villes où on va être présent dans l'année à venir, ou enfin en 2021-2022. Je pense à Strasbourg ou à Bordeaux par exemple. Et puis on est présent depuis l'origine au Havre, puisque ça a été créé au Havre pour justement attirer les collaborateurs dans une ville qui n'était pas forcément très reconnue, puisque c'était largement avant que notre Premier ministre, enfin notre ancien maire soit Premier ministre. Et donc voilà, on avait ce besoin d'attirer et on a convaincu les premières entreprises havraises. Et puis après, on s'est diffusé sous forme de réseau, un réseau de franchises et actuellement aussi un réseau de succursales. Et donc les premiers ont été plutôt dans l'ouest de la France avec Angers, Cholet, Nantes, également à Rennes,
puis dans le nord, à Lille, et puis après, on a aussi une succursale, par exemple, à Brest. Donc voilà, et on s'étend. Là, on va vraiment du nord au sud et de l'est à l'ouest. On est présent un petit peu partout, et en tout cas, on est capable aujourd'hui de répondre aux entreprises partout en France. C'est génial. Est-ce que tu peux me revenir un petit peu? Donc, l'entreprise, vous la créez en 2012. Je dis vous parce que c'est avec ton mari, il me semble. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur déjà sur l'idée? Comment vous est venue l'idée? Qu'est-ce que tu as fait avant toi et qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là? Donc ça, c'est première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous développer en franchise? Et comment vous avez lancé ça, quoi? D'accord, oui, c'est deux questions bien différentes. Alors, du coup, moi, j'ai été, j'ai fait une école de commerce et pendant cette école de commerce, je me suis dit que ce qui me convenait le mieux par rapport à mon profil, c'était d'aller vers l'entrepreneuriat. Et j'avais pas forcément envie d'attendre très longtemps. Donc, je savais que pour courir finalement entre guillemets le moins de risques possible, l'idéal c'était de se lancer directement après ses études. Puisqu'on n'a pas de crédit, on n'a pas d'enfants, on a du temps, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, ça c'est sûr aussi, mais on est du coup très humble aussi, on écoute les conseils, enfin voilà. Donc ça, j'avais été convaincue et du coup, je suis allée rechercher un sujet un peu parce que je savais que je voulais aussi créer en couple parce qu'on est assez fusionnels, Antoine et moi, et donc notre problématique, c'était certes, on veut créer une entreprise, mais on ne sait pas forcément vers quoi aller. Donc, comme j'avais fait un échange à l'étranger, j'avais regardé un petit peu en Allemagne aussi ce qui se faisait, un peu les tendances. Il y a beaucoup de choses qui tournaient autour de l'intermédiation. Être intermédiaire, rendre service, être le tiers de confiance, cette partie-là, elle est très importante. Et du coup, on s'est présenté à la CCI du Havre, la Chambre de commerce et d'industrie, qui avait un programme à l'époque qui s'appelait Entreprendre sur mesure et qui donnait des projets à des porteurs de projets sans projet. Et donc du coup, on a fait partie de ces personnes qui ont profité d'une idée, voilà, qui était juste une idée. Il n'y avait pas vraiment d'études de marché de fait. Les personnes qui avaient donné cette idée, c'était juste qu'ils s'étaient dit, bah oui, ça pourrait permettre de rendre le Havre plus attractif s'il y a ça dans les entreprises. Et donc on s'est lancé, on a mis nos valeurs. Moi en parallèle, donc j'étais encore à l'école, j'avais choisi la voie de l'apprentissage et donc j'étais dans une association qui promeut le développement durable en entreprise et donc forcément. Voilà, c'est ça, c'est que tu avais déjà un petit lien quand même, c'est ça. Exactement. Et du coup, dans cette association, on n'était que 3, donc forcément, il fallait tout faire. J'étais déjà touche à tout. Et ça m'a beaucoup appris et j'ai développé la communication dans cette entreprise notamment, dans cette association pardon, et j'ai participé à beaucoup de groupes de travail comme un groupe d'acheteurs responsables et ça m'a beaucoup aidé justement pour faire le choix de nos partenaires, de nos prestataires. Parce que voilà, c'est ça, c'est que là t'as l'idée, donc t'es en apprentissage en même temps, vous tombez sur cette idée qui vous plaît bien. Comment vous faites pour commencer à la développer et c'est quoi justement ces valeurs que vous mettez dès le début? Parce que du coup, la notion de développement durable ou en tout cas de local, elle est présente dès le début chez la minuterie? Tout à fait. En fait, donc comment on a fait pour se développer? Puisque moi j'avais mes cours plus l'association pour laquelle je travaillais, donc j'avais la chance, d'être bien épaulée par Antoine. Et puis après, dans l'école, j'ai aussi eu un petit groupe de travail qui a travaillé pendant 4 mois non-stop sur le projet. Donc on était 5 finalement au tout début. Il y a 3 autres filles du coup qui nous ont beaucoup aidé sur le lancement du projet pour créer le business plan, tout le business model, le marketing, commencer à faire le logo. Enfin voilà, donc on a été bien épaulés. On a participé à des concours, ce qui nous a permis aussi d'avoir des petits articles dans la presse et d'après de convaincre nos premiers clients. Du coup la deuxième question que tu me posais, c'était du coup de là vous avez oui bien sûr, mais non oui je suis la spécialiste pour poser 2 questions en une et je sais que c'est troublant, je le fais toujours, écoute, c'est mon axe d'amélioration 2021. Oui, je l'ai retrouvé, du coup c'était pourquoi oui pardon. Ouais, non mais c'est ça.
Et tu m'as aussi posé la question par rapport au développement durable, pourquoi c'était dès le début. Donc, c'est parce que j'ai travaillé dans cette association et donc c'est venu vraiment au niveau de l'offre locale. C'est-à-dire qu'en fait, et ça va faire le lien avec ta deuxième question de la franchise, on s'est dit il faut absolument que notre entreprise soit locale. Et si on voulait être local, du coup, il fallait qu'on trouve des personnes qui connaissent bien le tissu local où on voulait après se développer. Et donc, en fait, au lieu de choisir des villes, on a plutôt choisi des personnes qui connaissaient très bien leur territoire, qui avaient envie de développer notre marque et le concept sur leur territoire. Donc, c'est comme ça qu'on est venu vers la franchise parce que si on revient à la genèse, Le Havre, il y a la mer d'un côté, il y a Rouen et Caen de l'autre, mais il y avait déjà des confrères qui venaient de s'installer. Donc on s'est dit mais comment on fait pour se développer et donc on a eu un de nos partenaires de service à la personne qui nous a expliqué que la franchise était peut-être un bon moyen de se développer partout en France. Voilà. Et donc de là, comment ça se passe? Parce qu'il y a l'idée, ok, et pourquoi pas faire de la franchise, et puis il y a l'action. Comment on fait pour mettre en place un réseau de franchise? Donc ça a été quoi les premières villes développées et comment vous avez trouvé les personnes de confiance avec qui travailler au final? Et puis est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des petits couacs? Alors du coup, comment on a trouvé les personnes? Alors on n'a pas fait on a fait un salon, mais ça c'est de la franchise, mais ça c'est pas forcément bien passé. Donc ça a été vraiment par le réseau, par le référencement naturel de notre site internet. Et on était les meilleurs référencés par rapport à franchise et conciergerie d'entreprise. Donc les gens qui voulaient développer leur conciergerie d'entreprise, donc des gens passionnés par le métier, nous contactaient parce qu'ils se rendaient compte que être seul sur le territoire, c'était pas forcément évident. Il y a quand même si on croit que la conciergerie d'entreprise c'est facile à mettre en place, pour vraiment que ce soit viable, il y a pas mal de conditions et donc ce n'est pas forcément si évident. Et d'être un réseau, ça permet d'être plus fort à plusieurs. Il y a des choses qu'on peut mutualiser, il y a le savoir-faire évidemment qu'on peut transmettre, la marque qui est un petit peu particulière avec une image bien différenciée. On n'est pas du tout sur une image corporate que tous nos confrères avaient plutôt pris. On a choisi nous d'être sur une image un petit peu décalée avec des couleurs, un sourire. Je dessine aussi pour la minuterie. J'ai allié ma passion du coup puisque voilà j'ai fait toutes les illustrations, c'est moi qui les fais encore maintenant. Voilà, ça me fait une petite distraction même si j'ai plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est super sympa de pouvoir mettre une petite patte un petit peu particulière qui nous différencie. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc du coup, vous avez trouvé ces personnes de manière assez naturelle. Et justement, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce métier de franchiseur? Parce qu'en fait, vous avez embrassé un nouveau métier en choisissant ce mode de développement. Tout à fait. La franchise, c'est vraiment un autre métier puisqu'il s'agit d'accompagner des franchisés, des entrepreneurs à se lancer sur un nouveau concept. Et donc du coup, voilà, c'est forcément il faut faire un manuel opératoire. Voilà, il y a plusieurs choses à faire et puis surtout former, accompagner. Les candidats à la franchise et puis qui deviennent après franchisés. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement dans les actions concrètes tu vois, si jamais on a des auditeurs là qui réfléchissent à se développer de cette manière-là, un peu des clés, tu vois, des bonnes pratiques sur le fait de se développer en franchise et peut-être les écueils aussi à éviter? Alors oui, c'est une bonne question. Donc sur il faut vraiment, je pense, avoir un très bon ressenti au niveau du recrutement. Il y a le ressenti, puis après il y a évidemment toute la checklist des choses à cocher. Ça c'est très important d'être en phase déjà sur les valeurs. Donc ça a vraiment été une question dès le démarrage dans ma checklist des questions à poser. J'avais la question des valeurs, est-ce qu'on était en phase. Après, la passion aussi pour le métier et puis la connaissance du territoire, puisque comme je le dis, la franchise c'est vraiment très local et du coup, si on s'appuie justement sur les franchisés, c'est aussi pour leur connaissance du territoire.
Après, il faut bien leur enseigner, même si on partage les valeurs, c'est continuer à leur enseigner ces valeurs. Et donc l'écueil, je dirais que c'est au niveau du recrutement, de vouloir aller peut-être trop vite. De se dire que voilà, on a envie de se développer, et donc du coup peut-être de recruter trop vite sans bien analyser Oui, bien sûr. le fait qu'on puisse bien travailler ensemble. Voilà. Oui. Et est-ce que donc ce sont les minuteurs, est-ce que ils travaillent seuls du coup sur le territoire? Est-ce qu'ils ont des équipes? Alors, au démarrage, ils travaillent seuls, puisque du coup, en fait, voilà, au démarrage, ils travaillent forcément seuls parce que il faut qu'ils fassent la partie conciergerie d'entreprise. En fait, quand on lance une nouvelle zone, il y a jamais de zone où on va faire que de la prospection entre guillemets, puisque c'est quand même un marché niche, la conciergerie d'entreprise. On est sur du confort aux salariés, et donc les entreprises, même si aujourd'hui elles se renseignent, elles essayent de mettre des actions en place pour la qualité de vie au travail. Il y a d'autres choses à faire aussi que la conciergerie. Voilà, ils peuvent choisir d'autres façons de le faire. Et puis voilà, c'est un investissement aussi sur la durée, parce qu'une entreprise qui met en place une conciergerie, en effet, elle ne va pas le faire pour un mois. Donc c'est pas du one shot. C'est vraiment une implication. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des personnes référentes pour la conciergerie. On a souvent des personnes qui sont les dirigeants, les directeurs de communication, les DRH, vraiment des personnes stratégiques dans l'entreprise. Et vraiment, à chaque fois, le dirigeant a son mot à dire. Donc, c'est drôle de voir que encore chez certains clients, on est en contact direct avec les dirigeants. Donc de grandes structures. C'est ce que j'allais dire, c'est quoi un peu la typologie des clients que vous avez? C'est quoi comme type d'entreprise? Oui, on a toute taille d'entreprise, mais on a quand même une taille d'entreprise cible. Donc là, aujourd'hui, on a des entreprises de 1 à 6 000 salariés, mais en effet, celles qui sont les plus concernées, ça va être entre 100, 500, et puis après plusieurs milliers de collaborateurs. Mais nous, là où on est vraiment les meilleurs, je dirais que c'est entre 100 et 500 salariés, parce que du coup, on peut... Oui, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, c'est dès qu'il y a plusieurs personnes et que vous pouvez aussi mutualiser, j'imagine. Exactement. En fait, nous, nos concierges, elles font plusieurs clients. On n'est pas sur de la conciergerie parisienne avec une personne pour une entreprise. On a vraiment nos concierges, elles ont 5, 6, entre 5 et 10 clients par semaine. Donc, du coup, il faut pouvoir gérer. Alors après, au niveau des lancements, évidemment, on en a moins pour les nouveaux postes qui se créent. On a plutôt des temps partiels, des personnes qui sont à temps partiel non subis, mais vraiment choisis aussi, des gens qui ont envie de, par exemple, faire de l'associatif à côté. On a plusieurs personnes qui font de l'associatif pour qui c'est très important. Et puis quand elles le souhaitent aussi, ça peut être aussi en fonction des moments de vie, puisqu'on a aussi beaucoup de femmes qui sont en parallèle avec leur famille, par exemple. Et qui souhaitent du coup après peut-être augmenter. Donc nous, on fait en sorte aussi d'augmenter les contrats de travail si c'est leur souhait, en fonction évidemment des contrats qu'on a. Mais voilà, on essaie vraiment d'écouter nos collaborateurs pour trouver le meilleur équilibre de vie pour elles, puisqu'on est sur d'ailleurs l'équilibre de vie pro vie perso pour nos clients. On le fait aussi en interne dans l'entreprise. C'est très important pour nous d'être sur ces sujets-là aussi. Et est-ce que tu peux me dire si vous avez eu à un moment donné une stratégie qui a tout changé dans le développement tu vois, au début, vous avez ouvert la première franchise, vous avez vu que ça a marché, puis la seconde, aujourd'hui, vous en avez donc 50, on parlait de 50. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui a un petit peu, où t'as senti, ah tiens, là, on vient de passer vraiment un cap, quoi? Oui, alors c'est difficile de s'en rendre compte sur le moment. On a eu une forte croissance en 2017-2018. On a eu beaucoup de nouveaux franchisés. Et puis nous, on a aussi osé aller en succursale sur d'autres zones. Je pense à Brest notamment, dont je parlais tout à l'heure. Ça a été aussi un changement pour nous d'accepter de le faire en succursale parce qu'on ne trouvait pas de candidat à la franchise à ce moment-là, et puis de se rendre compte qu'on en était aussi capable de pouvoir trouver des bons collaborateurs même à distance
avec qui ça se passait bien et voilà. Donc ça a été vraiment le changement. Je sais pas si on peut dire que c'est lié à un changement de communication. En tout cas, la partie franchise, oui, je pense que c'était le référencement, c'est-à-dire que le référencement naturel était bon. C'était un sujet qui était peut-être traité aussi dans les médias, donc du coup, il y avait plus de personnes qui s'intéressaient au sujet de la conciergerie. Mais du coup, c'était pas forcément lié à nous, si ce n'est le référencement naturel, nous, notre site. Après, nous, on a toujours fait un travail de relations presse. On a eu au fil des années des communiqués, enfin des articles. On a eu des reportages pour la télé, notamment sur France 3, puisque comme on est très local, c'est important pour nous cette partie-là. Voilà, je trouve que chaque année, on a eu quand même un boost, mais peut-être c'est surtout en 2017-2018. Ok, et ça correspond aussi à l'année, si je me trompe pas, où vous avez remporté le trophée, oui. où vous avez en tout cas été lauréat des trophées du développement durable. Ouais, oui, tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, exactement. Alors, les trophées du développement durable, ce sont des trophées qui sont organisés par Cosen Aglo, qui du coup est d'ailleurs aujourd'hui un client, mais c'était pas le cas à l'époque. On n'en était même pas pour parler. Mais du coup, ce sont donc des trophées assez locaux, assez normands. Excuse-moi pour le son. Et du coup, ouais, c'est évidemment toujours. Tu mets tout le temps en silencieux, sauf pendant le podcast. Désolée. Donc pour revenir au trophée, on a été en fait sélectionné au niveau de quatre. Il y avait 4 TPE, parce qu'on était plutôt dans la rubrique très petites entreprises à ce moment-là. Et parmi les 4 lauréats, on a été le pré-coup de cœur. Voilà. Et justement sur la partie dont je parlais tout à l'heure de notre matrice de choix de prestataires, de sélection de prestataires, puisque à chaque fois, chaque franchisé ou chaque collaborateur sur les zones choisit vraiment des partenaires en fonction de cette matrice d'achat responsable. Donc, on va aller poser des questions qui sont, pour ceux qui connaissent, basées sur l'ISO 26000, les 7 questions centrales de l'ISO 26000, qu'on a réadaptées parce qu'évidemment, on est face à des artisans, face à des entreprises d'insertion qui n'ont pas forcément la connaissance de cette ISO 26000, mais on va leur poser des petites questions. Je l'ai réadapté. Voilà, forcément, c'est pas la matrice des grands acheteurs qu'on avait dans le groupe. Bien sûr. Mais voilà, ça permet de poser des questions pour être sur l'amélioration continue. Vraiment, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'un pressing qui est pas écologique, on va aller lui poser des questions pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en remplacement de ces machines. Est-ce que c'est possible? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est pas possible? Donc, vous impliquez quand même pas mal auprès de vos partenaires. Nos partenaires, on leur pose des questions, on essaye, on va pas les discriminer dans le sens où on sait très bien que c'est pas facile au quotidien et donc du coup on va peut-être là pour le pressing, j'ai en tête un pressing en particulier, la dame allait partir à la retraite, elle pouvait pas faire ces investissements là, mais on avait été chercher avant de savoir qu'elle partait à la retraite rapidement toutes les aides qu'il y avait de l'État aussi pour lui permettre d'aller vers une transition si elle avait revendu par exemple. Donc on a essayé, ça porte pas forcément ses fruits. Là, en l'occurrence, on n'avait pas réussi à aller à changer les machines, mais en tout cas, on a essayé de faire la démarche pour l'accompagner et donc on essaye de faire ça en fonction du sujet parce que là c'était pour le pressing, pour d'autres, je pense aussi au panier. Notre partenaire, il était déjà très impliqué dans le fait d'avoir des producteurs locaux. Je pense à celui qu'on a en Seine-Maritime, les fermes d'ici. Du coup, ils ont quand on a commencé, on était au démarrage des 2 côtés en 2012. Et donc, ils avaient, je crois, à l'époque, 15 ou 30 partenaires locaux dans leur panier. Et là, maintenant, ils en sont à au moins 80 et je pense que j'ai pas les derniers chiffres. Partout. Du coup, ils se sont bien développés. Et donc, ça a été vraiment un développement connexe aussi. C'est ça qui est assez intéressant. Nous, on les avait mis à chaque fois en valeur pendant nos inaugurations. Les paniers, on les montre à chaque fois. On explique. Il y a, par exemple, pour ces paniers, pourquoi on est aussi, on les montre beaucoup. C'est que, par exemple,
Ils réutilisent les contenants, donc on a un panier qui est consigné et que les gens vont pouvoir redéposer à la conciergerie. Et c'est très simple parce que du coup justement leur conciergerie c'est toutes les semaines. Les permanences, je l'ai pas expliqué au début du podcast, mais comment ça se passe très concrètement une permanence de conciergerie. Un client qui signe avec la minuterie, il va avoir 1 ou 2 ou 3 permanences par semaine d'environ 1 heure par exemple. Ça c'est pour les abonnements les plus vendus. 1 heure de permanence, par exemple le mardi midi de midi à 13h et puis le jeudi midi pareil de midi à 13h. Et notre concierge, la salariée de la minuterie, va aller sur place tous les mardis et jeudis pour apporter ce pressing, pour apporter du coup le panier qui a été commandé, récupérer le panier vide de la semaine d'avant ou des semaines précédentes, puisqu'il n'y a aucune obligation d'achat. On est vraiment sur de l'accompagnement sur les besoins. Nos concierges ne sont, comme on ne prend pas de commission, ça c'est vraiment une différence avec beaucoup de conciergeries, on ne prend pas de commission sur nos partenaires. Ça fait que du coup on a une relation énormément de confiance avec nos partenaires et voilà, très saine, pas monétaire si ce n'est évidemment on les paye pour les prestations puisqu'on encaisse pas pour toutes mais pour la majorité des prestations on encaisse et donc du coup on les paye évidemment toujours le plus tôt possible. Ça c'est très important pour nous à la fin dès qu'ils nous donnent la facture et donc il y a pas de commission et finalement nos concierges aussi ce que ça impacte aussi au niveau des concierges c'est qu'elles sont là pour rendre service et elles ne seront pas il n'y a pas de variable pour savoir est-ce que j'ai vendu plus de services à domicile, plus de soutien scolaire ou alors est-ce que j'ai vendu plus de paniers. Et du coup, ça vraiment ça permet d'avoir une relation différente avec nos utilisateurs, nos bénéficiaires de la conciergerie dont on parlait tout à l'heure. Du coup, ils savent qu'on est là pour leur rendre service. C'est du vrai service. Tu retrouves le sens du service, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, les gens, les concierges, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, les concierges qui nous rejoignent, on a vraiment, au niveau des valeurs, on leur fait passer un test d'appétence quand on les recrute. Et du coup, on a le rendre service qui est très, très important. On a des gens qui sont, la curiosité et la débrouillardise, c'est souvent des choses qui ressortent, voilà. Et le sourire, c'est très, très important. C'est génial de pouvoir effectivement tester ça dans vos process de recrutement. Non, ce que j'allais dire, c'est que j'ai envie de prendre juste un pas de recul sur, mine de rien, cette entreprise, elle a 8 ans, 9 ans même, ou pas loin en tout cas. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Tu vas nous parler aussi de l'aspect RSE juste après. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre vision aujourd'hui? Quelle est la mission que vous remplissez et où est-ce que tu as envie d'amener cette entreprise? Toi, enfin vous quoi, avec Antoine et puis même avec l'équipe parce qu'au siège vous êtes plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Alors on a la particularité d'avoir beaucoup de personnes support qui sont aussi concierges. Donc elles font le métier, elles le vivent au quotidien et elles ont une mission justement comme on est sur des temps partiels elles font aussi une mission connexe. Alors par exemple, il y en a une qui est plutôt en charge des partenariats, une autre qui est en charge des newsletters, une autre qui va être sur tout ce qui est développement de contenu. Voilà, donc on a toutes ces... donc elles se sentent aussi impliquées. C'est vraiment très très important. Nous, l'implication de chacun dans le concept. De faire aussi puisque comme je l'ai dit aussi tout à l'heure notre métier il évolue par rapport à ce qui était avant le Covid aussi hein. On a beaucoup évolué, c'est pour ça fait le lien avec ta question. Notre vision c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs des entreprises clientes à mieux vivre et s'engager au quotidien. Il y a vraiment ces deux parties et donc ça se reflète avec une partie de conciergerie physique dont j'ai parlé précédemment et une autre partie qui est arrivée avec le Covid, qui est la partie digitale où du fait d'être un réseau de 50 minuteurs, c'est-à-dire salariés et franchisés, on est capable aujourd'hui de fournir une véritable offre de contenu qui accompagne les collaborateurs sur cette thématique et donc on l'a divisé en 4 thématiques qui est la qualité de vie au travail et le bien-être, une deuxième thématique sur l'environnement et la consommation responsable, une 3e thématique sur la partie
associatif et caritatif, vraiment. D'accord. C'est la partie s'engager. Et puis une dernière catégorie de contenu qui est sur l'ouverture au monde et la culture, parce que justement on en a bien besoin en cette période. Et d'ailleurs c'était une rubrique où je m'étais demandé est-ce que c'était vraiment cohérent de la garder, et c'est une des rubriques les plus appréciées, donc on continue. On fait visiter chaque mois, on emmène nos clients dans un pays différent et on les emmène voir des petites, on leur donne un lieu unique, une anecdote et puis une petite recette aussi, voilà. Et donc ça les fait sortir de leur quotidien. Et ça prend quelle forme, ça, quand tu dis on les amène? Alors, ça prend plusieurs formes. Du coup, au niveau communication, on a tout ce qui est articles de blog, on appelle ça les dossiers minutes, qui sont évidemment transmis à nos clients grâce à des newsletters hebdomadaires. Donc là, ces articles, ils sont hebdomadaires. On a vraiment un article de contenu chaque semaine. Et ça, c'est vraiment notre force qui nous différencie avec beaucoup d'autres confrères. C'est pareil. On a 2 vidéos par mois qui permettent aussi aux collaborateurs d'aller plus loin sur un sujet, qui sont faites en partenariat avec nos partenaires. Donc, on met en valeur des partenaires qui n'auraient pas forcément osé se montrer en vidéo. On fait les montages pour eux. Et donc, du coup, il y a vraiment des vidéos qui durent de 5 à 10 minutes, voire 15 pour ceux qui sont sur des thématiques où il y a beaucoup de contenu. Et ensuite, on a un webinaire par mois que j'anime avec, pareil, un de nos partenaires. Et donc là, par exemple, cet après-midi à 13h, comme on est jeudi, je vais aller animer un webinaire sur la confiance en soi avec une partenaire sophrologue. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est à destination de tout, au final, de tous les collaborateurs dont les entreprises ont fait appel au service de la minuterie, peu importe laquelle. Exactement. Donc ça, c'est vraiment maintenant l'offre qu'on a, qui est partout en France. Et donc du coup, par exemple, ces webinaires de sophrologie, on sait le coût d'une séance de sophrologie aussi, qui peut être quand même, voilà, ça peut représenter, si on le fait individuellement, ça peut être autour de 40, 50 euros. Et puis si on le fait en équipe, ça peut peut-être être autour de 10, 15 euros. Mais là, du coup, on leur offre tous les mois un webinaire. Donc c'est pas forcément de la sophrologie. Mais on offre à tous les collaborateurs le droit à l'accès à nos webinaires, et on enregistre ces webinaires. Donc, il y a même un replay qui est accessible à tout moment. Donc ça, c'est très, très apprécié par nos utilisateurs. On a de plus en plus d'inscrits à nos webinaires. Ça, c'est par exemple des choses que toi, tu as mises en place au fur et à mesure, ou bien c'est avec l'arrivée des collaborateurs que c'est, je veux dire, des collaborateurs de la minuterie, que ces idées sont arrivées, ou bien est-ce que c'est des remontées des collaborateurs qui vous ont demandé de faire ce genre de choses? Comment vous avez développé ces idées-là? Ces idées-là, c'est venu vraiment du Covid, c'est-à-dire qu'il a fallu réagir vite. Donc, on a réagi en groupe au moment du Covid. On a souhaité rester en lien. Le plus important pour nous, c'était de rester en lien, puisque tous nos clients, les permanences de conciergerie étaient suspendues. Donc, on s'est dit comment on reste en lien. D'abord, on a mis en place ces newsletters qui étaient 2 fois par semaine. On avait vraiment un rythme très, très soutenu. Ces newsletters, elles étaient écrites par tout le réseau. On avait proposé à tout le monde, on avait fait un planning, et puis chacun cochait la case qu'il voulait sur le thème qu'il voulait. Et puis, le but, c'était vraiment d'aller on était sur aider les gens au quotidien, leur donner des petites astuces, il y avait des astuces sur le sport, des petites applis aussi qu'on avait découvert. Enfin voilà, on les accompagnait sur le quotidien, des activités pour occuper leurs enfants, puisque à l'époque il y avait le confinement et donc les enfants à la maison. On avait aussi on a sorti un article sur le télétravail très très rapidement. Je crois que c'était la semaine juste après le confinement, donc du coup les entreprises n'avaient pas encore eu le temps d'expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, du coup, elles nous ont remerciés parce qu'on avait déjà donné du contenu, et après, elles ont pu s'appuyer sur notre contenu aussi. Donc ça, on a vraiment eu des remontées très positives de nos clients. On a fait des questionnaires aussi pour bien connaître leurs attentes. C'est de là qu'est venu aussi le fait qu'on a gardé cette rubrique sur l'ouverture au monde et sur tous ces pays. On a questionné nos clients. Là, on va d'ailleurs faire un questionnaire 1 an après cette mise en place de cette nouvelle stratégie pour savoir si on répond toujours à leurs attentes. Mais voilà, on était en veille. Et on parle d'une base de combien de clients quand vous avez envoyé ces questionnaires? Vous les avez envoyés à combien de personnes au final?
Alors à tous les utilisateurs inscrits de la conciergerie, alors sur les 150 000, je saurais pas te dire le chiffre que ça fait parce que du coup 150 000 c'est les personnes qui peuvent bénéficier, donc c'est pas forcément tous les inscrits, mais du coup on est sur je sais pas combien de milliers de personnes, donc tout le monde n'a pas répondu forcément, mais on a quand même eu des très bons retours, je crois qu'on est plusieurs milliers de réponses Oui, donc sur nos questions. Donc, largement on a eu suffisamment pour sortir, des grandes tendances. Et puis des oui. propositions aussi de sujets, c'était sympa. Donc voilà, du coup. Et donc après les quatre rubriques dont j'ai parlé, c'est notre directrice qui est en charge du rapport RSE dont on parlera après, qui du coup a pu mettre des mots aussi sur les rubriques. Moi, je suis très créative, mais quand il s'agit de faire des synthèses ou des des choses comme ça, c'est plus compliqué pour moi. Et donc du coup, c'est plutôt elle qui a réussi à un peu dire voilà, finalement ça part plutôt dans 4 rubriques, voilà ce que ça pourrait être. Et puis moi j'ai réfléchi à la ligne directrice. Voilà, pour moi c'était vraiment très très important. Le mieux vivre au quotidien, c'était pas assez suffisant, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le mieux vivre et s'engager. C'était vraiment très très important pour nous. Très clair. La partie associative. Et ça montre aussi votre résilience par rapport au Covid. Si vous avez réussi à réagir par rapport à ce qui s'est présenté là, parce que c'était un gros sujet pour vous qui étiez complètement quand même lié à l'activité de bureau des entreprises, quoi. Tout à fait. Mais c'est devenu finalement une opportunité. Aujourd'hui, on a perdu très très peu de clients à cause du Covid. Alors on verra bien à l'avenir, mais on a plutôt eu des demandes entrantes. Sur d'autres territoires, ce qui fait qu'aussi on va se développer sur des territoires nouveaux. On a ouvert à Annecy en septembre, on a ouvert là en plein Covid sans inauguration à Toulon. Donc c'est vraiment sur des zones où on n'était pas. Donc là on y va en succursale du coup à la demande de nouveaux clients qui nous demandent d'être présents pour répondre. Et c'est justement parce qu'on a eu cette offre double en fait, hybride, ce qu'on appelle la conciergerie hybride avec la partie vraiment physique, la partie digitale et puis la partie animation qui est animation soit digitale soit présentielle quand on le pourra. Voilà. Oui. Ok, très clair, hyper intéressant. Est-ce que tu peux on va venir sur ce fameux rapport parce que vous êtes en plein dedans et ça fait écho en fait à ma prochaine question. C'est est-ce que tu peux me parler des défis que vous avez à venir? Il y a ce rapport RSE, est-ce qu'il y a aussi d'autres ouvertures en succursale ou en franchise qui arrivent? Au niveau des ouvertures, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y aura sans doute Strasbourg et Bordeaux. Là, on veut développer vraiment Toulon-Marseille, puisqu'on est sur place. La zone d'Annecy, Mâcon, ça aussi c'est une zone sur laquelle on est en train de bien travailler. On a une franchisée à Lyon aussi à côté. On essaye de répondre là à peu près, d'être présent partout en France, soit en succursale, soit en franchise, en fonction des opportunités qui se sont présentées sur ces territoires. Et après, tu voulais que je commence à te parler du rapport, tu m'as dit? Du rapport, parce que j'ai l'impression quand même the big sujet de l'année pour vous. Tu me disais un petit peu avant qu'on enregistre là que c'est quand même costaud, alors que c'est quand même des sujets, je veux dire, auxquels tu es sensibilisé et vous êtes sensibilisé. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur déjà ce qui a aussi généré l'envie, peut-être d'aller un cran plus loin et de vraiment faire un bilan et de vous engager sur la RSE de l'entreprise? Ce qui nous a donné envie d'aller plus loin, c'est que du coup, on a fait les trophées en 2018. Et finalement, comme c'était un petit peu trop sur notre territoire, les franchisés et autres zones se sont pas sentis suffisamment impliqués, alors que finalement, c'était vraiment l'entreprise, la minuterie qui était primée et pas seulement le Havre. Donc du coup, il y avait cette frustration, entre guillemets, donc cette volonté de vouloir impliquer tout le monde. On a notre directrice Sandrine qui du coup est vraiment très portée sur ces sujets-là. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Moi, c'est quelque chose qui est en moi, mais du coup, le formaliser, c'était pas forcément
forcément évident, facile pour moi parce que je suis tellement dedans qu'en fait je baigne dedans. Je sais pas, c'est peut-être comme Obélix avec la potion magique. Voilà, je suis vraiment dedans. Donc j'ai du mal à avoir du recul et c'est pour ça qu'on a choisi que ce soit pas moi qui se charge de ce rapport RSE, mais bien notre directrice qui le fasse accompagné d'un expert RSE et qui la guide parce que elle pour le coup elle est très intéressée par ces sujets-là, mais elle n'en a jamais fait de rapport RSE. Donc, il la guide, il l'accompagne et elle monte des groupes de travail, du coup, avec les franchisés et les responsables de zone et les concierges aussi, pour savoir quelles sont les actions sur les différents territoires qui ont été mis en place, parce que le but, c'est de valoriser, voilà, tous les territoires où on a avancé sur ces sujets-là, puisque nos franchisés ou nos responsables de zone, du fait du local dont j'ai parlé tout à l'heure, sont libres d'aller chercher leurs partenaires locaux et d'aller chercher aussi les initiatives. Par exemple, on avait souvent la demande est-ce qu'on fait un partenariat national avec une association caritative, par exemple pour le don de linge ou le don de jouets même. Et c'est compliqué à faire parce que justement, en fonction des entreprises, des partenariats que nos clients ont déjà, ou aussi des territoires, on n'a pas les mêmes associations qui vont être les plus logiques et les plus voilà. Donc du coup, on avait vraiment cette envie de valoriser toutes les actions locales que fait la minuterie à travers ses succursales et ses franchises. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire les grands axes à ce stade? Donc, en fait, il est en construction le bilan, mais le temps que cet épisode sorte, il sera pas loin d'être finalisé. C'est ce qu'on s'est rendu compte de ça. Exactement. Donc, on mettra le lien dès qu'il sera sorti, dès qu'il sera public, en fait, pour que les gens puissent aller regarder. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les axes privilégiés en tant que conciergerie et répartis sur le territoire, mais avec vraiment un ancrage territorial? Local. Est-ce que tu peux me dire les grands axes qui vous intéressent particulièrement et où vous savez que vous avez peut-être là où vous êtes bon et puis là où vous êtes moins bon sur l'aspect RSE? D'accord. Oui, en fait, on s'est aussi là appuyé, notre expert RSE Bruno Morin s'est appuyé sur les 7 questions centrales de l'ISO 26000 dont je parlais tout à l'heure, ce qui lui a semblé le plus logique aussi. Pour nous guider et pour aller vraiment chercher. Donc, quand on parle des questions centrales de l'ISO 26000, peut-être pour ceux qui ne les connaîtraient pas trop, il y a toute la question autour de la gouvernance, les droits de l'homme, les relations, conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques et les performances économiques. Les relations relatives aux consommateurs et puis la dernière question, la 7e, c'est les communautés et développement local. Donc en fait, on regarde un petit peu à quel stade on en est. On a déjà fait notre autodiagnostic et puis le diagnostic par Bruno aussi sur notre état d'avancement sur ces 7 questions. Et puis après, on va chercher dans ces 7 questions sur quoi on peut s'améliorer. Et donc Bruno nous amène à réfléchir à notre plan d'action, c'est-à-dire certes on fait le bilan dans ce rapport RSE, mais on va aussi aller chercher les actions sur lesquelles on va aller travailler dans l'année à venir, dans les années à venir, puisqu'il y a aussi des projets de long terme. Donc il va y avoir justement le fait peut-être de désigner un référent RSE. Puisque là il y a notre directrice, mais voilà après pour la continuité peut-être quelqu'un au sein des équipes qui souhaitera prendre la suite. Donc ça c'est plutôt au niveau de la gouvernance. Ensuite, il y a toute la question autour des parties prenantes, donc avec les questionnaires alors pas uniquement de satisfaction, les recueils de perception des parties prenantes, voilà, ça va être aussi dans la partie gouvernance. Dans quelle rubrique je pourrais te citer aussi dans la partie relations, conditions de travail, de regarder par exemple s'il faut monter certaines chartes, de voir pour l'accompagnement des compétences de nos collaborateurs, le nombre d'heures de formation si on veut parler d'indicateurs, enfin voilà, c'est vraiment de travailler aussi sur la partie environnementale. Alors sur la partie environnementale, ça va être est-ce qu'on va pouvoir réussir à mettre en place une formation d'éco-conduite pour nos concierges qui sont beaucoup sur la route, même si on optimise. Ah oui, d'accord.
D'accord. Voilà, les coûts de conduite pour les véhicules, puisque Oui. ils prennent tous les jours leurs véhicules, donc ils optimisent les tournées pour faire en sorte que du coup ça mutualise pour les collaborateurs, mais nous on peut aussi améliorer encore ça au niveau de notre entreprise. Donc voilà, il y a plein d'idées qui ont été soumises D'accord. aussi par Bruno, qui vont nous permettre. Donc là, voilà, j'en dis quelques-unes, mais on est vraiment au balbutiement au moment où Oui. on enregistre Oui, cette vous n'avez pas interview. encore priorisé. Là, vous avez, t'as un peu Voilà, tout le scope, prioriser tout ce qui peut encore. être possible. Voilà, Ouais. exact. Et il va falloir, Et du coup, voilà, choisir est-ce que là-dedans, tu as parce qu'on déjà pourra pas. des petites idées de comment vous allez mesurer l'impact concrètement? Est-ce que vous avez déjà tu vois, des mesures, même des KPI, en fait, des indicateurs clés, qui sont vraiment importants pour vous par rapport à votre mission, par rapport à l'entreprise? Et ben, c'est aussi pour ça qu'on se fait accompagner pour le Ouais, rapport RSE. Parce que justement, les indicateurs, c'est dur, je trouve, à obtenir quand t'es dans le dedans, dans le dur. C'est très compliqué d'avoir un recul pour choisir les bons bien indicateurs, sûr. qui vont correspondre pour l'activité. Et donc, c'est ce que Bruno est en train de nous proposer. Il est en train de nous sortir toute une batterie d'indicateurs qu'on pourra faire, qui sont pas complexes, parce qu'il sait très bien que voilà, on reste une PME, et donc on peut pas, on n'est pas capable aujourd'hui au niveau des ressources d'avoir quelqu'un dédié à temps complet sur la partie RSE, mais que ce sera plutôt une partie d'un des postes d'une personne de la minuterie. Donc voilà, ça va être au niveau, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Voilà, tout à l'heure, je t'ai dit le nombre d'heures de formation par an. Bien sûr. Ça va être le nombre d'actions en faveur de la biodiversité, si on en fait. Ça va être, Ça va être, donc je oui, t'ai non, dit mais tout à l'heure, le j'entends, ça va pourcentage être de très, chauffeurs formés à l'éco-conduite dont je t'ai parlé. Voilà, du ouais. coup, ça va Ça va être être très des lié indicateurs comme ça. aux pistes que vous aurez choisies Exactement. aussi. Ouais, Bon ouais, bah écoute, voilà. on regardera ça avec attention, Oui, on le mettra en bas du podcast quand ça sortira. Il me reste les toutes dernières questions du podcast, mais avant, tu as quand même parlé au final beaucoup du référencement pardon comme étant un des canaux principaux de développement pour la minuterie. oui. Je veux bien juste avant qu'on passe aux dernières questions du podcast que tu donnes 2-3 clés à ce niveau-là. Comment vous avez fait pour bien référencer la minuterie? Est-ce que vous êtes parti de mots-clés? Est-ce que vous avez créé des contenus en particulier? Ça a été quoi votre démarche? Oui, les deux, c'est mots-clés et référencement. Alors, du coup, on aurait dû passer par une agence vraiment dédiée à ça, mais comme je suis très touche à tout, je me suis beaucoup documentée. On a fait pendant le D'accord. Covid une formation aussi sur le sujet, enfin plusieurs même. Et donc là, on a encore accéléré. Je dirais que en B2B, le référencement naturel, il est assez peu exploité finalement. Donc il y a quand même de la Oui, place. Et c'est même vrai. si on n'est pas parfait, on est quand même c'est le moment d'y aller, quoi, en fait. Ouais. Et donc là, c'est aussi pour ça qu'on sort tous ces articles de blog qui sont là. On a 2 articles par semaine maintenant qui sont. Donc, je vous ai parti des articles pour les utilisateurs, mais nous, on a 2 cibles. Hein. On a aussi la cible évidemment des RH, Bien sûr. direction de la communication, directeur, voilà, et directeur marketing. Et s'il y a des entreprises aussi qui ont des personnes en charge de la qualité de vie au travail, donc voilà, ça va être eux, la marque employeur dont on parle. Et donc, on fait des articles toutes les 2 semaines avec des experts de la marque employeur. Toi, je t'interviewerai aussi de mon côté pour parler plutôt côté RSE aussi, parce que c'est très Ouais. important justement sur ce sujet-là. Et donc voilà, on est sur ces thématiques. On interviewe des personnes, où on fait rédiger en co-rédaction des articles signés par des experts partout en France. Donc on en a eu un sur, je te disais, la marque employeur, comment garder le lien quand on est loin, sur justement cette stratégie de communication de contenu. Voilà, on accompagne aussi nos prospects ou nos clients qui souhaitent aller plus loin sur ces questions-là, avec 2 articles par mois sur ces sujets. D'accord. Voilà. Et donc ça, vous voyez vraiment que ça a un impact sur le référencement directement, quoi. Alors là, c'est encore un peu tôt peut-être sur cette partie-là pour le dire, même si quand même je le vois au niveau des demandes entrantes d'entreprises.
Alors, je pense que c'est un mix de tout, c'est-à-dire qu'on est présent au niveau national. Il y a nos référents conciergerie qui parlent de nous, donc il y a le bouche à oreille. Du coup, moi, j'insiste beaucoup sur ce référencement et je le vois là. Je l'ai travaillé en effet. On dit toujours que le référencement pour un site actif est autour de 6 mois pour vraiment voir les effets. Et je le dirais que oui, on a commencé ça entre juillet et septembre à travailler vraiment sur encore plus sur le référencement et la nouvelle page d'accueil elle est sortie en octobre dernier, fin octobre dernier et voilà et là tu vois on enregistre en effet en mars et il y a déjà au niveau des demandes entrantes des répercussions donc oui ça fonctionne, on le voit, on le mesure au niveau des demandes entrantes. Ok, bon bah génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te pose les 3 dernières petites questions. La première étant, est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs de ce podcast ? Un conseil. Alors plutôt sur la partie RSE ou sur quel Sur le fait de développer un business, puisque là c'est ce que tu as fait, oui. et d'allier justement la partie RSE tout en permettant à ce business de croître, oui. de pérenniser, d'être rentable. Alors le conseil que vraiment pour moi la chose la plus indispensable c'est de se faire accompagner. Accompagner ça veut dire plein de choses, ça veut dire être dans des réseaux avec qui on partage les mêmes valeurs. Par exemple, j'en ai pas beaucoup parlé mais moi je suis dans le réseau réseau entreprendre pour les créateurs d'entreprises ou même les repreneurs etc. C'est vraiment un réseau génial. En tant que lauréat, on est double lauréat d'ailleurs du réseau entreprendre pour le start et on a fait un booster pour le développement justement. On l'a fait en 2018. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure. C'est tout à fait en rapport avec l'accélération. Voilà. On s'est fait aider. Là, on fait même un accompagnement RH pour la structuration de notre entreprise. Justement, avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Et donc, du coup, on se fait accompagner pour bien structurer l'entreprise et avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et voilà. Donc là, on se fait accompagner par une personne extérieure. Donc ça, c'est une prestation RH. Ensuite, l'accompagnement pour le rapport RSE. Tout seul, on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Donc là, il y a les prestations payantes, ça les 2 dernières dont je viens de parler, mais il y a aussi l'accompagnement gratuit comme le réseau entreprendre où ça peut être quand on est lauréat, c'est un accompagnement gratuit et ça c'est vraiment génial. On a aussi les chambres de commerce et d'industrie qui peuvent accompagner. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle aussi Femmes et Challenge. Donc quand on est une femme, c'est peut-être aller se tourner vers ces réseaux-là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Voilà, d'être impliqué sur son territoire dans des réseaux locaux, ça c'est vraiment très important, qui vont d'un côté nous accompagner pour nous développer et accompagner aussi nos nouvelles compétences parce que avec le réseau Femmes et Challenge par exemple, il y a un an on m'aurait dit que j'allais animer les webinaires pour la minuterie devant des centaines de personnes, j'aurais dit non. et en fait grâce à ce réseau-là, comme on a organisé un événement national et on m'a demandé de l'animer, je me suis dit non, je suis pas capable et puis après coup je me suis dit si quand même, allez c'est un petit challenge, je vais le faire et parce que je l'ai fait pour cette association, je me suis dit ce serait quand même dommage de pas pouvoir le faire pour ma propre entreprise quoi. Donc voilà, ça développe aussi les compétences, enfin voilà, l'accompagnement, s'entourer de personnes en qui des mentors, ça c'est vraiment très important pour moi pour se développer. Voilà. On n'est pas seul. Merci beaucoup pour ce conseil. Oui, c'est ça. Et ne pas rester seul dans son aventure. Est-ce que tu peux me donner, fameuse question que je t'ai annoncée aussi juste avant qu'on échange, une musique ou un film qui illustre ta vision à toi du business positif? Moi du coup je serais plutôt partie sur un podcast, plein de podcasts d'ailleurs de Louis Média. Louis ça s'écrit Louie. Tu les connais du coup?
Oui, un petit peu. Tu les connais, ouais. Et bah du coup, ils ont plusieurs types de podcasts vraiment sur des thématiques différentes. Et j'adore vraiment leur podcast. Il y a notamment sur la partie travail, il y a le travail en cours. Travail en cours, c'est un podcast où vraiment ils vont questionner le monde du travail et du coup ils vont aller chercher par exemple là sur les stagiaires, ils vont aller chercher des sujets bon évidemment le burn-out, mais des sujets vraiment très très différents, très divers, génial. et très divers, mais vraiment par rapport à la RSE, c'est très très connexe sur la partie sociale, sociétale de la RSE. Je pense que voilà vraiment, j'aime beaucoup leur podcast, c'est très très qualitatif et donc n'hésitez pas à aller les écouter. Oui, génial. Évidemment, plein d'autres. Notamment le tien, forcément, hein. Minute compliment, le podcast Business Positif. Alors ça, forcément, il faut l'écouter pour s'améliorer sur le sujet. C'est très très inspirant. Voilà. Tant mieux. Non, merci. C'est tant mieux parce que c'est les invités qui partagent tout. Donc tant mieux si ça sert. C'est vrai que mais merci sincèrement parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de recevoir je reçois de plus en plus en fait de messages de personnes qui me disent que ça leur a vraiment servi et tout. Et c'est vrai que c'est pour ça que je le fais. Oui. Hein. C'est vraiment un podcast citoyen, quoi. Donc c'est top. Tant mieux que ça serve. Ça motive encore plus à continuer. C'est clair. Pour finir, dernière petite question. Est-ce que justement, tu aurais un autre acteur du monde de l'entreprise à me recommander qui pourrait être intéressant d'interviewer dans le cadre du podcast? Oui, alors j'en ai même deux parce que pour le coup, là, je l'ai entendu cette question-là dans un des derniers podcasts et je m'étais posé la question à moi-même. Okay, et bien justement, ces deux autres lauréates, et c'est d'ailleurs des femmes entrepreneurs, lauréates de Raison Entreprendre. Et donc, il y a deux projets totalement différents. Un projet qui s'appelle Ipli, ce sont des colis réutilisables. Et du coup, j'étais à la genèse de leur concept puisque je les ai vus avant qu'elles soient lauréates. Donc dans le comité, en fait, t'as plusieurs comités avant de devenir lauréate, et j'ai fait partie des 3 rendez-vous imposés pour aller tester son business model et tester, etc. Et je les avais rencontrés au tout début. Et donc voilà, c'est génial. On a fait un partenariat exclusif avec la Minuterie pour aller récupérer justement, faire de la communication sur leurs colis aussi dans les entreprises clientes. Et donc on les récupère et on leur renvoie en groupe, comme ça c'est mieux aussi pour l'empreinte carbone de pouvoir faire un seul trajet pour plusieurs colis réutilisables, et donc ils sont renvoyés au Havre pour pouvoir être nettoyés et repackagés, enfin pas packagés du coup parce qu'ils sont renvoyés sous forme de réemployables. Ouais. Voilà, et donc ça c'est vraiment c'est une très très chouette entreprise de toutes les deux. LinkedIn, c'est vrai. Ouais. Ah bah voilà, bon bah c'est super. Et puis une autre entreprise qui est Bean Happy. Bean Happy, elle est créée et gérée par Maëlys, et là du coup elle va récupérer les déchets dans les cantines scolaires, quand voilà évidemment dans les restaurants d'entreprise aussi quand il y en a plus. Elle a un système de récupération de déchets organiques pour les composter et en faire de la matière réutilisée aussi finalement. Donc super. Ok, j'ai regardé. Donc voilà, liens. super. Ouais, j'ai regardé et puis on mettra les liens aussi et puis je les contacterai. Trop bien. Bah écoute, super. Un grand merci pour cet échange et pour tous ces partages. C'était hyper intéressant et enrichissant. Donc j'espère que ça va plaire aux auditeurs. Et puis il me reste à te souhaiter une très belle suite de journée puisque on est en fin de matinée à l'heure de l'enregistrement. Et puis je te dis à très très vite. Merci énormément Mélodie pour cette interview. C'était un plaisir d'échanger avec toi et à bientôt. À bientôt. Voilà pour ma causerie avec Cécile Tovel. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque.
Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.